Bonjour à tous. Alors ça y est, j'ai désactivé. Il y avait une espèce d'effet noise gate sur l'enregistreur de Windows 10 sur le micro. Là, je pense que le son est mieux quand même. Aujourd'hui, je vais commencer à vous lire en plusieurs parties un livre que j'ai trouvé dans une brocante, La théorie du complot, une histoire américaine de Daniel Vernet, collection manipulation et désinformation. Chapitre 1, Introduction. Pour désinformation, les Américains ont deux mots, disinformation et misinformation. La nuance est faible, mais elle existe. La première relève de la volonté grossière de tromper l'interlocuteur, la seconde a la subtilité de la vérité biaisée. Souvent, le résultat est le même. L'objet de la désinformation, on en restera à ce terme générique pour couvrir les deux formes, est la poursuite d'un objectif politique par des moyens qui induisent en erreur les interlocuteurs, que ce soit le public en général ou des responsables dont les décisions sont dévoyées par des informations faussées. Les médias sont un véhicule essentiel, mais pas unique, de la désinformation. Dans la vie publique américaine, les experts font remonter la désinformation à la guerre avec le Mexique de 1846-1847. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait désinformation, comme d'ailleurs information, il faut un producteur, un transporteur et un receveur de nouvelles. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le transporteur fait défaut. En tout cas, la presse n'est pas suffisamment développée et généralisée pour colporter autre chose que des informations locales dans des aires limitées. Avec les inventions techniques des années 1830 apparaît la penny press, les journaux à 1 cent fabriqués sur des rotatives et diffusés par les courriers express. La penny press est inventée à Boston par Linde M. Walter, propriétaire du Boston Transcript, et adoptée 3 ans plus tard à New York par le Morning Post. Elle se répand dans toute l'Union. La guerre avec le Mexique, objet de durs affrontements à Washington, est la première véritable occasion pour les journaux de publier des informations du front. Les reporters de guerre font leur apparition dans un paysage que l'on n'appelle pas encore médiatique. Et les éditorialistes s'en donnent à cœur joie, rivalisant de patriotisme et stigmatisant l'ennemi mexicain, ce barbare. La guerre américano-mexicaine est-elle la première guerre médiatique? Un demi-siècle plus tard, la guerre hispano-américaine lui dispute ce titre. Là encore, l'apparition de techniques modernes, le télégraphe, la photographie, donnent un élan à une nouvelle forme de presse que l'on baptise le yellow journalism. L'expression est inventée à New York en juin 1897, au plus fort de la rivalité entre deux tycoons de la presse américaine, Joseph Pulitzer avec son New York World et William Randolph Hearst avec son New York Journal. Elle vient d'une bande dessinée intitulée Hogan's Alley, qui montre un personnage dénommé Yellow Kid, habillé tout en jaune. Ce personnage très populaire apparaissait dans le New York World. Sans hésiter, Hearst arrache le dessinateur à son rival qui riposte en créant un deuxième Yellow Kid. La concurrence entre les deux journaux à sensation devient la compétition entre deux Yellow Kids, et ce genre de presse est appelé Yellow Journalism. Le terme est resté jusqu'à nos jours pour désigner la presse populaire des pays anglo-saxons. Il faut dire, pour être parfaitement honnête, que la Yellow Press de la fin du XIXe siècle ne se contente pas de publier des articles à sensation sur les faits divers, les meurtres, les romances des puissants. Elle se targue, à juste titre, d'avoir aussi une couverture des événements économiques et culturels. Elle veut jouer un rôle politique. La guerre avec l'Espagne apparaît à Hearst comme l'occasion de vendre du papier, surtout si on peut peindre l'ennemi sous le jour le plus sombre. Le 15 février 1898, le naufrage du navire Maine est attribué par la Yellow Press à un attentat perpétré par des saboteurs espagnols. C'est assez pour que le président William McKinley exige que l'Espagne quitte Cuba et lui déclare la guerre à la fin du mois d'avril. Personne n'a jamais apporté la preuve que le Maine avait été volontairement coulé. Et le destroyer USS Maddox, qui mouille dans les eaux du golfe du Tonkin, a-t-il été attaqué le 4 août 1964 par des barcasses nord-vietnamiennes? C'est en tout cas le prétexte saisi par le président Lyndon Johnson pour intensifier la guerre américaine contre le Vietnam du Nord, bombarder Hanoï et enfoncer un peu plus les États-Unis dans une aventure sans issue. Il n'a pas fallu très longtemps pour que soit apportée la preuve que les Nord-Vietnamiens, en auraient-ils eu l'intention, n'avaient pas attaqué l'USS Maddox. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que, au moment où ils décidaient l'escalade,
Johnson, intuitivement, savait que l'information était douteuse. Que ces stupides Marines aient tiré sur des poissons volants, comme il le disait, ne le retient pas de demander au Congrès le pouvoir de, je cite, prendre toutes les mesures nécessaires pour repousser une attaque armée contre les forces américaines et prévenir de futures agressions. Quand le smoking gun, le fusil encore fumant, n'existe pas, il faut l'inventer. Un demi-siècle après Johnson et le Vietnam, l'administration de George W. Bush était passée maître dans l'exercice. Elle se distingue particulièrement dans les premiers mois de 2003 quand il s'agit de justifier le renversement de Saddam Hussein. Il faut à tout prix repérer des armes de destruction massive en Irak et établir un lien entre le dictateur de Bagdad et les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés à New York et à Washington par Al-Qaïda. La CIA fournit des preuves, entre guillemets, auxquelles elle ne croit pas elle-même. Le secrétaire d'État, Colin Powell, est chargé de les présenter le 5 février au Conseil de sécurité de l'ONU. 2 ans plus tard, il reconnaîtra que cet épisode douloureux est une tache sur sa réputation. Trop tard. À la mi-mars, les États-Unis et leurs alliés ont envahi l'Irak. La plupart des journaux américains soutiennent la guerre. Quelques mois plus tard, beaucoup feront leur mea culpa, mais là encore c'est trop tard. La machine Bush, avec ses spin doctors, au premier rang desquels Karl Rove, qui dans une large mesure a inventé le personnage de George W. Bush en Compassionate Conservative, a obtenu ce qu'il voulait. La misinformation a fonctionné à plein. Toutes les formes de désinformation n'ont pas conduit à des conflits. Certaines ont été destinées au cours de l'histoire à obtenir un soutien de la population ou du Congrès à des décisions qu'ils n'auraient pas spontanément appuyées. D'autres ont servi à couvrir des faux pas de l'administration ou à enjoliver des compromis que les autorités ne voulaient pas avouer. Ce fut le cas par exemple dans la crise de Cuba. Dans d'autres circonstances, la désinformation sert à désamorcer une opposition en dirigeant le débat vers de fausses pistes ou en mettant en valeur des positions extrémistes afin de souligner la modération des décisions qui ne seront finalement pas prises. Elle est un outil propre à déconsidérer les adversaires que n'utilise pas seulement le pouvoir politique. Les médias sont un moyen puissant de misinformation. Barack Obama en sait quelque chose. Le premier président noir des États-Unis est en butte à la vindicte de la droite républicaine la plus conservatrice, qui n'a pas hésité à le mettre sur le même plan comme démocrate socialiste qu'Hitler, le national-socialiste, et Lénine, le socialiste communiste. L'affiche a finalement été retirée de la circulation, mais la chaîne d'information en continu Fox News, aux mains des radicaux de droite, n'en continue pas moins à dénoncer le socialisme rampant, représenté à ses yeux par la réforme de la santé et le retour au big government. La désinformation ne naît pas spontanément. Elle a ses officines, ses penseurs, ses théoriciens. Elle crée ses propres antidotes sous la forme d'autres officines chargées de la contre-désinformation, si bien que parfois les désinformateurs et leurs contradicteurs ont du mal à démêler le vrai du faux. La désinformation ne fonctionne jamais mieux que si elle revêt l'aspect du vraisemblable et si elle est véhiculée par les moyens d'information et d'abord par ceux considérés comme les plus sérieux. C'est pourquoi il sera aussi beaucoup question dans les pages qui suivent de la presse qui joue vraiment son rôle quand elle a les moyens, la lucidité et le courage de débusquer la désinformation derrière les pièges de la communication. Chapitre 2 – George W. Bush et les cachotteries entre amis. Scott McClellan aurait dû savoir à quoi s'en tenir. Il a commencé à être le porte-parole de George W. Bush dès 1999 alors que celui-ci était gouverneur du Texas. Il a fait toute la campagne de 2000 avec lui, avant d'être le porte-parole adjoint de la présidence, puis d'assumer les fonctions de responsable de la presse à la Maison-Blanche de 2003 à 2006. Et le voici qui découvre tout d'un coup ce qui est un secret de polichinelle pour le tout Washington. George W. Bush a un rapport très distancié avec la vérité, et ses plus proches conseillers sont des spécialistes de la désinformation, à commencer par le premier d'entre eux, Karl Rove, l'homme qui a fait W. En 2008, Scott McClellan n'en peut plus. Il faut qu'il se confesse, qu'il fasse partager ses tourments, les cas de conscience auxquels il a été confronté quand il devait affronter les journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Il répondait de son mieux aux questions les plus insidieuses. Il s'était donné une règle, ne pas mentir. Quand il ne savait pas, il le reconnaissait. Quand il savait mais ne pouvait pas parler, il avait trouvé une formule. Par exemple, « Je ne vais pas commenter une affaire qui fait l'objet d'une enquête officielle en cours ». Et puis soudainement, en 2008, le voici qui publie un livre largement consacré aux mensonges de la Maison-Blanche. Il n'est pas le premier. On ne compte plus les livres portant sur la présidence de George W. Bush,
et comportant dans leur titre les mots mensonge, fraude, tromperie. Sous le titre What Happened Inside the Bush White House and What's Wrong with Washington, Scott McClellan raconte une expérience particulièrement douloureuse, singulière mais significative du mode de fonctionnement du gouvernement américain sous la présidence de Bush Jr. Je cite « J'ai sans le vouloir donné une fausse information », écrit-il, et 5 des plus hauts responsables du gouvernement ont été impliqués dans cette affaire. Suivent les noms de 5 personnalités jouant un rôle important auprès du président ou du vice-président Dick Cheney. Karl Rove, le conseiller spécial de Bush, certains diront son âme damnée, Lewis Scooter Libby, directeur du cabinet du vice-président, un néoconservateur issu de l'époque Reagan, Dick Cheney, le directeur du cabinet du président et le président lui-même. L'affaire en question est un des à côté de la guerre en Irak. Furieuse du témoignage d'un diplomate américain qui, contrairement aux affirmations officielles, n'a trouvé aucun signe d'un trafic d'uranium entre le Niger et l'Irak de Saddam Hussein, la Maison-Blanche se venge en laissant filtrer l'appartenance de sa femme à la CIA. C'est un délit fédéral. Les 2 responsables directs de cette fuite, passibles des tribunaux, sont Karl Rove et Scooter Libby. Interrogé par les journalistes, Scott McClellan les défend en affirmant qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Il fait mieux que les défendre. Pour preuve de sa bonne foi, pour montrer qu'il ne s'agit pas de dénégations non fondées, il déclare à la presse qu'il a vérifié l'information auprès des intéressés. Ceux-ci l'ont assuré qu'il n'était pas dans le coup. J'en étais sûr, ajoute-t-il, mais j'aime vérifier mes informations afin d'être le plus précis possible devant vous, les journalistes, et c'est exactement ce que j'ai fait. Scott McClellan s'aperçoit, un peu tardivement, que son travail ne consiste pas à donner des informations aux journalistes, mais à projeter la réalité telle que la Maison-Blanche voudrait que le monde la voie plutôt que telle qu'elle est. Le mépris que lui manifestent ensuite les journalistes accrédités à la présidence le décide à jeter l'éponge. Propagande. La politique étrangère et l'Irak ne sont pas les seuls sujets sur lesquels le président et ses conseillers cherchent à tromper les médias et l'opinion. Lors de l'ouragan Katrina, la Maison-Blanche a d'abord réagi en refusant de reconnaître la réalité de la catastrophe avant de mettre en scène, de manière totalement artificielle, l'intervention de George W. Bush. McClellan charge Karl Rove, peut-être pour mieux dédouaner le président lui-même, pour lequel il garde toute son admiration. Il pense que George W. Bush a lui aussi été trompé par ses conseillers. Quand il confirmait une information fausse à son secrétaire de presse, il le faisait de bonne foi. Je continue à aimer et à admirer le président Bush, écrit-il. Mais lui et ses conseillers confondent une campagne de propagande avec le haut niveau d'honnêteté qui est fondamentalement nécessaire pour construire et conserver le soutien populaire en temps de guerre. De ce point de vue, il, le président, était terriblement desservi par ses principaux conseillers, en particulier ceux impliqués directement dans les affaires de sécurité nationale. L'histoire de Scott McClellan serait pathétique si elle était isolée. Mais nombre de collaborateurs, ayant occupé un rang plus ou moins élevé dans l'administration Bush, l'ont quitté avec ce sentiment d'avoir été trompés. Ils ne remettent pas en cause la politique suivie par le président, bien que certains, et McClellan est l'un d'eux, constatent a posteriori que l'aventure irakienne est un fiasco qui pèsera longtemps sur les États-Unis. Ils dénoncent les méthodes d'une coterie qui a utilisé le peu d'intérêt bien connu de George W. Bush pour les faits afin de construire un récit politique n'ayant qu'un rapport lointain avec la réalité. Le président n'est pas a fact-checker ni a statistician, disait-on quand le président énonçait des faits ou des chiffres de toute évidence erronés. En 2002, le Washington Post a consacré sa une entière aux contre-vérités proférées par le président et ses collaborateurs. Le journal a soigneusement évité d'employer le mot mensonge, sans doute par respect pour la fonction, mais a trouvé des périphrases pour signifier la même chose. Pour Bush, les faits sont malléables. La tradition présidentielle d'enjoliver des affirmations essentielles continue. Il faisait allusion à d'autres occupants de la Maison-Blanche qui, pour les besoins de leur cause, souvent déguisés en celle de l'Amérique tout entière, avaient pris quelques libertés avec les vérités historiques. Une longue tradition. La tradition remonte loin. À l'époque contemporaine, c'est Kennedy passant sous silence le marchandage conclu avec Khrouchtchev, la suppression des fusées soviétiques à Cuba contre celle des fusées américaines en Turquie, ou Johnson, utilisant un faux incident dans le golfe du Tonkin pour élargir la guerre au Vietnam. Ou encore Nixon qui expliquait benoîtement que les écoutes du Watergate concernaient la sécurité nationale alors qu'il s'agissait de sa prochaine réélection. Pour embrouiller l'interlocuteur, il s'entendait bien avec son conseiller en politique étrangère,
Henry Kissinger, dont un des biographes vante, je cite, le talent de dissimulation, quand c'est nécessaire, son habileté inhabituelle à raconter à 10 personnes des histoires totalement différentes sur ce dont il est en train de s'occuper, et de se rappeler quelle version il a raconté à quelle personne. Donc, petite parenthèse, ça c'est les capacités des grands manipulateurs. Ou encore Ronald Reagan qui a donné plusieurs versions du scandale connu sous le nom d'Iron Gate, qui violait doublement la législation américaine par des livraisons d'armes à l'Iran, théoriquement sous embargo, et au contraste du Nicaragua pour lesquels le Congrès avait soigneusement limité les aides. Encore s'agit-il de cas particuliers, aussi importants soient-ils dans l'histoire politique américaine. Avec la présidence de George W. Bush, on a l'impression d'avoir affaire non plus à quelques épisodes isolés, et la rhétorique qui a précédé la guerre en Irak vient tout de suite à l'esprit, mais à un système de gouvernement. La cheville ouvrière en a été sans conteste Karl Rove, mais celui-ci a pu développer ses mauvais coups parce qu'il les mettait au service d'un président parfaitement réceptif. Interrogé un jour sur ses turpitudes de jeunesse, et notamment sur le point de savoir s'il avait pris de la cocaïne, George W. Bush avait répondu ne plus s'en souvenir. Pour Karl Rove, il fallait détruire cette image de fils à papa pour transformer W en héros de l'Amérique profonde et bien pensante, en ce candidat en 2000 qui avait de la compassion pour les pauvres et de la sollicitude pour les riches. Puis en 2004, en faire l'homme fort qui allait protéger cette même Amérique contre tous ses ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. De la bière et des filles. Pour y parvenir, Karl Rove a toutes les lettres de créance nécessaires. Il a rencontré George W. en 1973 sur un quai de Union Station à Washington. Il doit lui remettre les clés d'une voiture prêtée par papa. Avant de se remettre à son service, il a fait ses classes dans l'organisation du Parti républicain. Alors qu'il était encore dans les organisations de jeunesse, il s'est introduit chez le candidat démocrate au poste de gouverneur de l'Illinois, lui a dérobé du papier en tête et a invité en son nom le bon peuple à une partie où il aurait de la bière et des filles, dans les quartiers louches de la ville. En 1986, il a été soupçonné d'avoir placé lui-même un micro sous son bureau pour déclencher une tempête médiatique contre les prétendants démocrates. Quelques années plus tard, pour aider George W. Bush à devenir gouverneur du Texas, il a orchestré une campagne contre la sortante Ann Richards, accusée de privilégier les lesbiennes dans la distribution des postes. En 2000, c'est un républicain, John McCain, concurrent de George W. dans la campagne des primaires, qui a été la cible de rumeurs sur sa santé mentale et sa sexualité. Pendant ce temps, le candidat démocrate John Kerry voyait ses états de service au Vietnam mis en doute injustement par une vague association d'anciens combattants. Toutes ces vilainies sont mises au compte de Karl Rove qui ne mérite peut-être pas autant de déshonneur. Pas étonnant qu'avec un tel chaperon, Bush ait battu Al Gore en 2000 grâce au recomptage des voix en Floride et qu'il ait réussi à se faire réélire en 2004 malgré une popularité au plus bas et l'aventure en Irak qui avait déjà mal tourné. Toutefois, il serait simpliste de croire que seul un penchant pour les coups tordus lie les deux hommes. Ils ont aussi des convictions. Ils croient dans la mission particulière de l'Amérique, la destinée manifeste inventée au XVIIIe siècle. Cette vocation a été renforcée par les attentats du 11 septembre 2001 qui ont montré à la fois la vulnérabilité des États-Unis et leur capacité à agir. Les intellectuels néoconservateurs qui entouraient George W. Bush, notamment au cours de son premier mandat, ont apporté un emballage stratégique à une politique à laquelle Karl Rove, avec ses manipulations et ses formules simplistes, a donné une traduction électorale. Que tous aient concouru pour créer une fausse réalité justifiant la guerre en Irak est une autre histoire, mais une histoire connue, répétitive, dont un précédent remonte au milieu du XIXe siècle. Chapitre 3. La première guerre médiatique. Pour déclarer la guerre, il faut une raison et un prétexte. La crédibilité du prétexte invoqué est en général inversement proportionnelle à la valeur de la raison profonde. Moins celle-ci est avouable, plus l'incident déclencheur doit être manifeste. Quand il est élu président des États-Unis en 1844, James Polk n'est pas à proprement parler un va-t-en-guerre. Il veut simplement agrandir le territoire de l'Union en direction de l'Ouest et si possible du Sud. Les arguments ne manquent pas. Ils sont économiques, humains, techniques, stratégiques. Le pays est jeune, gonflé d'optimisme. En ce milieu du XIXe siècle, les récentes découvertes laissent à penser que des possibilités infinies s'ouvrent. L'Union est considérée comme une go-ahead nation, un go-ahead people, une nation, un peuple qui vont de l'avant.
Un des symboles de cet élan vers l'avenir est la machine à vapeur, la locomotive, qui devient la métaphore de l'ingéniosité et du développement américain. En 1845, un journaliste de The Democratic Review, John L. O'Sullivan, affirme que le peuple américain a une destinée manifeste. L'expression fera florès. À l'époque, il l'emploie pour une cause précise, l'annexion du Texas, dont le Mexique n'a reconnu ni la sécession ni l'indépendance. La destinée des États-Unis est d'élargir ses frontières, agrandir l'espace de liberté et répandre la démocratie. Il ne faut pas confondre cet expansionnisme avec un impérialisme classique, disent les partisans de la destinée manifeste. Le modèle républicain que se sont donné les pères fondateurs, en fait la majorité des Américains croient que c'est Dieu qui le leur a donné, comporte des obligations. Distribuer ses bienfaits autour de soi, les transmettre aux autres régions et peuples. Les États-Unis sont destinés à entraîner les autres pays vers la liberté et la démocratie, à leur montrer le chemin du progrès, du développement industriel, des réalisations culturelles et intellectuelles. Une nation à part. Tous les penseurs et hommes politiques de cette moitié du XIXe siècle aux États-Unis ne sont pas d'accord avec ces thèses. Si très peu contestent que leur pays a un destin à part des autres nations, tous ne l'interprètent pas dans une veine impérialiste. Au contraire, si les Américains ne sont pas une nation comme une autre, ils ne doivent pas se comporter comme les autres. Dans la presse du parti des Whigs, qui pour la plupart se retrouveront chez les républicains à la fin des années 1850, on est très sévère pour la politique expansionniste, surtout quand elle se développe aux dépens d'un pays voisin, chrétien de surcroît. La colonisation des terres de l'Ouest est naturelle. L'annexion de territoires appartenant à un autre État est contraire au génie de l'Amérique, au principe des pères fondateurs et du républicanisme qui a présidé à sa création. De plus, les expansionnistes se recrutent souvent chez les partisans sudistes de l'esclavage. En s'emparant de nouveaux territoires, ils veulent détruire le rapport entre les États esclavagistes et les États abolitionnistes. Enfin, en s'étendant tous azimuts, les États-Unis exposent leurs principes de démocratie, de république et de liberté à la vindicte d'ennemis extérieurs, alors que leur devoir premier est de cultiver ces principes à l'intérieur. L'esprit romantique qui sous-tend l'idée d'un développement sans limite est une menace pour la pureté du rêve américain. Ce sera toujours à travers les siècles le discours des isolationnistes. L'annexion du Texas. James Polk n'est pas de ce bord-là. Comme candidat démocrate à la présidence en 1844, il s'est prononcé en faveur de l'annexion du Texas. Cet État avait conquis son indépendance du Mexique en 1835, mais Mexico ne l'avait jamais reconnu. En 1845, le président en fin de mandat John Tyler, à l'époque la passation des pouvoirs avait lieu en avril et non en janvier comme maintenant, décide l'annexion du Texas et Mexico rompt les relations diplomatiques avec Washington. Les États-Unis et le Mexique sont au bord de la guerre. Les responsables à Washington ont l'air pressés d'en découdre. Le premier coup qui sera tiré par les Mexicains sera le signal d'hostilité vigoureuse et efficace de la part des États-Unis, écrit le Washington Union, journal du gouvernement, dès le 9 juillet 1845. Deux incidents précipitent le conflit. Les autorités mexicaines, qui changent au gré des révolutions de palais, refusent de recevoir John Slidell, l'envoyé spécial du président Polk. Et surtout, un incident armé a lieu au sud du Texas. Le président Polk a envoyé le général Taylor et 3500 soldats au-delà de la rivière Nueces, qui marquait la frontière sud du Texas avant l'indépendance. Mais le Texas veut s'étendre au-delà, jusqu'au Rio Grande, et Polk considère le territoire entre les deux cours d'eau comme appartenant aux États-Unis. Le 8 mai 1846, le président réunit son cabinet à la Maison-Blanche et explique que si les Mexicains attaquent les forces américaines, il enverra un message au Congrès demandant une déclaration de guerre. Polk n'est pas encore au courant de l'affaire Thornton. Quelques jours plus tôt, en effet, une patrouille de l'US Army de 63 hommes a été attaquée par 2000 cavaliers mexicains et mise en déroute dans le territoire contesté. 11 soldats américains ont été tués, les autres faits prisonniers, dont le capitaine Thornton qui commandait le détachement. Quand Polk est informé, il sait qu'il tient le casus belli qu'il attendait depuis longtemps. Le 11 mai, il adresse au Congrès un message qui déclare « Le Mexique a envahi notre territoire et versé le sang américain sur le sol américain. J'invoque l'intervention urgente du Congrès pour qu'il reconnaisse officiellement l'existence d'une guerre commencée par le Mexique. Les démocrates votent pour à une écrasante majorité. Les Whigs se divisent. S'ils contestent que le Mexique soit responsable de la guerre et s'ils soupçonnent le président d'avoir cherché l'affrontement pour justifier sa politique expansionniste,
Ils ne veulent pas apparaître comme de mauvais Américains. Quand l'honneur du drapeau est en jeu, l'unité de la nation est sacrée. Les journaux titrent « Les Mexicains tuent nos boys au Texas ». La penny press. C'est le thème dominant de la penny press, la presse bon marché, à un penny, qui est en plein développement au milieu du 19e siècle. Alors que les journaux coûtaient auparavant plusieurs cents et s'adressaient à un lectorat cultivé mais restreint, la nouvelle presse tire profit des progrès techniques. L'apparition des rotatives en 1846 rend possible la production de masse des journaux. Le train, le bateau à vapeur permettent la diffusion et la distribution sur un marché national et non plus seulement local ou régional. Depuis 1844, le télégraphe permet de transmettre des mots par câble. Ces changements coïncident avec la guerre du Mexique, la première guerre médiatique de l'histoire. C'est la première guerre à l'étranger couverte par des correspondants de guerre américains. La presse a établi une ligne de communication de 2000 miles, plus de 3200 km, plus rapide que les courriers militaires ou la poste US. C'est ainsi que le président Polk apprendra la victoire de Veracruz en mars 1847 grâce à un télégramme du Baltimore Sun. Même si des buts de guerre laissent perplexes nombre de responsables de journaux, la penny press rend compte avec enthousiasme des victoires américaines. Surtout, les profits gonflent. James Gordon Bennett du New York Herald se voit au début de changements vastes et inconnus dans la destinée des nations. Les grosses nouvelles sont l'occasion de sortir des éditions spéciales qui sont vendues dans les rues par une armée de newsboys. De New York à la Nouvelle-Orléans, la ville la plus proche des lieux des combats, la presse a mis en place un système de transmission des informations. C'est une création des temps modernes, explique Bennett à ses lecteurs, et elle est caractéristique du peuple américain. Plusieurs journaux new-yorkais sont à l'origine de ce système de syndication avant l'heure, auquel se sont joints d'autres publications, des Philadelphia North American and Public Ledger, The Baltimore Sun, the Charleston Courier et the New Orleans Picayune. C'est ce dernier qui est à la pointe dans la collecte de l'information. Son correspondant vedette sur les lieux des affrontements est George Wilkins Kendall, cofondateur et coéditeur du New Orleans Picayune. Du côté de l'armée américaine, il a couvert toutes les grandes batailles contre l'armée mexicaine, avec une dizaine d'autres envoyés spéciaux. Une exception au moins, la seule femme correspondante de guerre, Jeanne McManus Storm, qui travaille sous le pseudonyme de Montgomery ou Cara Montgomery pour le New York Sun, écrit depuis l'arrière des lignes mexicaines. Elle critique l'effort de guerre américain et l'attitude de ses collègues. La plupart d'entre eux soutiennent la guerre comme expression de la destinée manifeste de l'Amérique. Ils rendent compte aussi des difficultés rencontrées par les soldats souvent isolés à l'intérieur du Mexique. Ils dressent la statue des héros de la guerre, le général Zachary Taylor, qui sera élu président en 1848, ou le général Wilfrid Scott. Parti pris. En même temps, ils entretiennent les partis pris répandus à propos des Mexicains. Voici comment The New Orleans Bulletin présente l'ennemi à la veille de la guerre. L'entière population des États mexicains, 22 au total, est estimée à 7 millions d'individus. Il faut en déduire les Indiens, les Métis et les Nègres, qui représentent environ 6/7 de la population. Ils sont ni plus ni moins que des esclaves, et une classe trop ignorante et déchue pour entrer dans les statistiques militaires du pays. Par leur vigueur physique et leur capacité intellectuelle, on les dit bien inférieurs aux Nègres du Sud des États-Unis. Si on ne compte pas cette partie de la population, il reste environ 1 million de Mexicains dont on peut dire qu'ils ont une pure ascendance espagnole ou européenne, et sur lesquels la défense du pays peut reposer. Mais même cette petite fraction de la population est largement dégénérée, et comparée aux Espagnols de l'époque de Cortés ou aux Anglo-Saxons actuels, on peut dire que c'est une race efféminée. Fin de la citation. La guerre du Mexique a-t-elle donné lieu à une vaste entreprise de désinformation ? Même si le terme n'existait pas encore au milieu du XIXe siècle, la réponse est positive, pour plusieurs raisons. D'abord, il paraît certain aujourd'hui, aux yeux des historiens, que le président James Polk était convaincu que le conflit était inévitable et qu'il avait décidé de le mener avant même l'affaire Taunton. En 1991, un responsable de la CIA d'origine texane, qui avait été en mission en Angola dans les années 1970, donne ainsi sa version de la guerre avec le Mexique. On a offert 2 $ à chaque soldat qui s'engagerait. On n'en a pas trouvé assez. On a offert 100 acres, 5 milliards, à toute personne qui deviendrait un ancien combattant. On n'en a toujours pas trouvé assez. Alors le général Zachary Taylor a été envoyé là-bas pour parader des 2 côtés de la frontière, une frontière disputée, jusqu'à ce que les Mexicains tirent sur lui.
Quand la nation s'est réveillée, elle était en guerre. Si ce prétexte ne lui avait pas été fourni par les Mexicains, Polk en aurait trouvé un autre. Les Whigs, qui étaient opposés à la guerre, ont baptisé l'affrontement avec le Mexique la guerre de M. Polk. Peuple des États-Unis, vos dirigeants vous ont précipité dans un abîme sans fond de crimes et de calamités, ajoutait-il. Sans tomber dans les anachronismes, on ne peut s'empêcher de penser à l'Irak et à la guerre de M. Bush. En envoyant des troupes au-delà de la rivière USS, le président savait que l'incident armé avec les Mexicains était programmé. Le représentant du Kentucky à la Chambre, Garrett Davis, s'était élevé le 21 mai 1846 contre l'affirmation de Polk, selon laquelle le Mexique avait commencé la guerre. C'est notre président qui a commencé la guerre, avait-il dit, et sans l'approbation du Congrès, il sacrifie des hommes pour couvrir ses erreurs et son incompétence. Le correspondant à Washington du New York Herald soupçonne les autorités de vouloir piller le Mexique pour que le Texas puisse rembourser ses dettes. Il n'y a pas jusqu'au général Taylor qui n'ait des doutes. Un mois avant la fin des combats, il déposera un amendement à la Chambre des représentants contre une guerre inutile et inconstitutionnelle ordonnée par le président des États-Unis. Il est vrai qu'à cette époque, il visait déjà le siège de Polk, qu'il obtiendra en effet. Un territoire contesté. Le deuxième thème sur lequel la désinformation a fonctionné à plein est le statut du territoire compris entre les cours d'eau Nueces et Rio Grande. Pour les autorités texanes et fédérales, il ne faisait aucun doute qu'il appartenait au Texas et donc aux États-Unis. Les traités de Velasco, qui avaient mis fin en 1836 à la guerre entre le Mexique et le Texas, reconnaissaient le Rio Grande comme frontière entre les deux États, mais ils n'ont jamais été ratifiés par le Congrès mexicain et la frontière n'a donc pas été reconnue par Mexico. En envoyant des patrouilles au-delà du USS, Polk savait qu'il préparait une provocation. En 1848, le New York Tribune publie un courrier d'un lecteur signé simplement « Un Texan ». Il explique qu'il est faux de croire que le gouvernement du Texas ait le droit d'exercer une quelconque autorité sur le territoire compris entre le USS et le Rio Grande. Il raconte comment, membre d'un groupe de protection des frontières du Texas, il avait des instructions précises de ne pas franchir le USS. Démobilisé, il demande à un juge texan s'il a le droit de s'installer comme fermier à l'ouest du USS. Sa réponse a été que le territoire du Texas ne s'étend pas au-delà du USS. C'est à l'automne 1839, conclut le correspondant. Le troisième point concerne la volonté cachée d'acquérir de nouveaux territoires. Le gouvernement niait farouchement cette volonté, mais le magazine Democratic Review montrait sans embâche que l'objectif de la guerre était de conquérir tout le Mexique. D'ailleurs, le président Polk avait lui-même suggéré l'occupation du Yucatan, un État du Mexique. Les Whigs le soupçonnaient de vouloir détourner l'attention des scandales de corruption qui avaient émaillé sa présidence. Après la défaite du Mexique en 1847 et le traité de Guadalupe-Hidalgo, les États-Unis se sont agrandis des États de Californie, Arizona, Utah, Nouveau-Mexique, Nevada et de quelques territoires sur 3 autres États. Un historien conclut, Polk sera toujours sévèrement jugé pour les guerres du Mexique. Il lui revient sans conteste d'avoir fait des États-Unis un empire transcontinental. En même temps, il est responsable d'un recul de l'idéalisme qui prévalait au XVIIIe siècle. Voilà, c'est la fin de cette première partie, l'ouvrage La théorie du complot, une histoire américaine. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans quelques jours ou semaines, avec le chapitre 4, Une splendide petite guerre des médias.